citoyens de l'Alliance des États du Sahel, l'AES a bien plus que jamais besoin de votre engagement pour remporter la victoire contre le terrorisme et gagner le combat de la liberté et de la souveraineté. Soyons les maîtres de notre destinée, les artisans de notre libération et de notre développement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous bâtirons dans notre espace commun un avenir de paix et de sécurité pour toutes les Sahéliennes et Sahéliens. La Confédération des États du Sahel a besoin de vous sur les chantiers de la refondation de nos États et les défis de notre peuple et de notre continent. Unis et solidaires dans la fraternité avec les patriotes panafricains et l'ensemble des peuples épris de paix et de liberté, nous serons à la hauteur de notre ambition commune. L'AES, un espace, un peuple, un destin. Les méthodes de recrutement des terroristes varient selon les groupes, mais plusieurs stratégies communes émergent et s'articulent autour de 5 points. 1. Manipulation idéologique. Les recruteurs exploitent des croyances religieuses ou politiques présentant des narrations qui justifient la violence. 2. Utilisation des réseaux sociaux. Les plateformes en ligne sont utilisées pour diffuser des contenus extrémistes pour établir des contacts avec des individus vulnérables. 3. Ciblage des communautés soi-disant marginalisées. Les groupes peuvent se concentrer sur des personnes ressentant une présumée aliénation ou une frustration leur permettant de développer un sens d'appartenance et une identité en lien avec leur communauté. Au Niger, aucune communauté n'est discriminée. 4. Utilisation des relations personnelles. Les recruteurs se servent des relations familiales, amicales ou communautaires pour faciliter le processus de recrutement. Enfin, 5. Formation et endoctrinement. Les groupes offrent des formations qui incluent des sessions d'endoctrinement pour renforcer leur idéologie et préparer les recrues à des actions violentes. Chers concitoyens, si vous êtes en face de quelqu'un dont le raisonnement est construit autour de ces 5 points, sachez que vous êtes sur le point de basculer de l'autre côté, celui des terroristes. Le Niger que nous chérissons n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et le prince Kazalma Bundi Sayemi, originaire du Mandara au Cameroun, fonde un royaume au Mounio, dans la région de Gouré, avec comme capitale Birning Kafatak, située à environ 25 km à l'ouest de la localité actuelle de Gouré. Après le long règne de son fondateur, le royaume perd son unité du fait de nombreuses querelles successorales. Dans la première moitié du XIXe siècle, Kosso, fils de May Ibram, 1806-1810, et de Mayram Fanna, une princesse du royaume voisin du Koutous qu'elle est, arrive à s'imposer face à tous les princes rivaux, redonnant ainsi au Mounio son unité politique d'antan. Reconnu comme un souverain guerrier intrépide, Kosso réussit à donner au Mounio sa plus grande expansion. Sous son règne, en effet, tout l'espace compris entre le Damagaram à l'ouest, le Koutous au nord, Machina, Nigeria au sud et les régions situées au-delà de Goudmaria à l'est constituaient le domaine exclusif de Kosso, d'où le titre de Munioma, souverain du Mounio, à lui décerné et qu'aucun de ses prédécesseurs n'a eu le privilège de porter. Sous Kosso, le Mounio était reconnu comme le royaume prédominant des positions ouest du Bornou. En 1852, lors de son passage à Gouré, où il fut reçu par Kosso, l'explorateur Henri Barth, qui relevait au passage la forte personnalité et la noblesse des traits physiques et de caractère du Mounioma Kosso, présentait le Mounio comme un pays paisible et prospère. Barth nous apprend aussi que le Munioma Kosso
succomba en 1854, 2 ans seulement après son passage à Gouré. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur cette session d'information sur la télévision nationale en ce 28 juillet 2025. Une délégation de la Fédération de Russie au Niger pour une visite de travail, le renforcement de la coopération entre nos deux pays dans plusieurs domaines était au centre des différents échanges. Le service interrégional de la police judiciaire de Zender a animé un point de presse ce matin pour éclairer l'opinion nationale des nombres de réseaux qui opèrent dans la région. Une séance de prière collective pour la paix et la prospérité au Niger a été organisée aujourd'hui par l'Église centrale des Assemblées de Dieu du Niger. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani, a accordé ce jour en début d'après-midi une audience à une délégation russe présente au Niger dans le cadre d'une visite de travail. Délégation conduite par Sergei Sivilov, ministre russe chargé de l'énergie. Le résumé avec Lawal Moutari Nassara et Askou Jibril. C'est pour la première fois qu'une délégation russe aussi forte entreprend une mission de cette envergure dans notre pays et avec des projets structurants de développement dans plusieurs domaines stratégiques comme la défense, la sécurité, les mines, le pétrole, l'énergie, l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'industrie. Cette importante visite de travail des membres du gouvernement de la Fédération de Russie, conduite par le ministre de l'Énergie, Sergei Sivilev, marque l'intensité des relations de coopération entre la République du Niger et la Fédération de Russie. D'où cette rencontre au palais de la présidence avec le général d'armée Abdrahman Chani, président de la République, chef de l'État. Notre président m'a choisi en tant que le président des commissions intergouvernementales mixtes dans tous les 3 pays. Et j'ai pris la décision d'effectuer ma première visite ici au Niger en tant que président de la commission. Aujourd'hui, nous avons eu des entretiens assez dynamiques avec mes collègues les ministres. Je suis venu avec une large délégation russe qui comprend beaucoup de représentants des sociétés russes. Nous avons vu beaucoup de présentations sur les possibilités qui sont présentes ici au Niger. Et en ce moment, nos équipes discutent comment nous pouvons mettre en œuvre ce potentiel qui existe ici au Niger. Nous devons travailler sur la base de la confiance mutuelle, du respect mutuel et davantage mutuel. Et notre objectif principal, c'est de accroître le bien-être de la population du Niger, de la population de la Russie. Notre but principal, c'est d'exploiter l'uranium ainsi que de créer un système entier de l'exploitation d'uranium. Ce sont les projets liés à la construction des installations de la génération d'électricité. C'est également la coopération en matière de la médecine nucléaire. C'est la coopération en matière de l'agriculture en utilisant les résultats du système du nucléaire civil. Nous avons convenu de former les cadres nationaux qui seront capables de travailler dans ce domaine. C'est pourquoi, grâce à cette approche, nous allons coopérer ensemble où nous pouvons augmenter le bien-être de notre population dans tous les domaines. Je voudrais remercier le président de la République du Niger. Par cette visite de travail, les deux parties nigériennes et russes dynamisent davantage leur partenariat qui va en crescendo dès le lendemain du 26 juillet 2023 grâce à la vision des présidents Abdrahman Chani et Vladimir Poutine qui veillent au jour le jour sur tous les points stratégiques de cette coopération.
L'audience s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, des autres membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, chef de l'État, et des responsables des institutions de la refondation, tous concernés à différents niveaux par les domaines de la coopération. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a reçu à son cabinet ce jour la forte délégation russe conduite par le ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie. Occasion d'échanger et de discussions autour du partenariat entre les deux pays. Abari Amiti. Au cabinet du Premier ministre se tenait cette rencontre d'échange et de partage entre les deux délégations nigériennes et russes. Reçu par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Laminzen, le ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie à la tête d'une forte délégation venue au Niger dans le cadre d'une visite de travail. Sergei Sivilov a échangé avec le Premier ministre en présence des ministres de l'Énergie, des Mines, du Pétrole, du ministre de la Justice assurant l'intérim de celui des Affaires étrangères et de la coopération et de la présidente de la HANEA. Le renforcement du partenariat entre les deux pays et l'investissement dans des projets de développement étaient au centre de cette importante rencontre. Dans le cadre de cette visite officielle en terre nigérienne, le vice-ministre russe de la Défense s'est lui rendu directement au ministère de la Défense nationale où il a eu une séance de travail avec la partie nigérienne. À travers cette rencontre, la première du genre, il est question d'échanger pour trouver ensemble les voies et moyens permettant de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey a abrité ce matin une rencontre entre la délégation de la Fédération de Russie conduite par le ministre russe de l'Énergie et celle nigérienne présidée par le commissaire colonel Abarchi Ousmane, ministre de l'Énergie. Cette rencontre vise à renforcer la coopération bilatérale dans presque tous les domaines. Aminatou Abdou, Dangalou. La coopération internationale se renforce davantage entre la Fédération de Russie et la République du Niger. Une rencontre bilatérale de haut niveau tenue ce jour 28 juillet 2025 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi, marquant ainsi une nouvelle étape dans les relations diplomatiques, notamment dans les domaines miniers, économiques, sécuritaires, éducatifs et agro-pastoraux. À la tête d'une forte délégation, le ministre russe de l'Énergie a, dans son intervention, présenté son pays, un pays qui s'engage à apporter tout son soutien au Niger dans le cadre d'un partenariat sincère et productif. Rendu possible grâce à la vision de nos deux présidents, la réunion de ce matin vient concrétiser les résultats des différentes rencontres entre les pays africains, dont ceux de l'AES et la Fédération de Russie. Dans son adresse, le ministre nigérien des Mines, en présence de plusieurs autres personnalités militaires et civiles, a salué la coopération bilatérale qui unit nos deux pays car elle est basée sur le respect mutuel et la souveraineté des pays. Permettez-moi, au nom des plus hautes autorités de la République Niger, de vous souhaiter la bienvenue sur notre sol et vous exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement constant à nos côtés depuis le tournant historique du 26 juillet 2023. Notre pays, souvent résumé à ses défis, est avant tout une terre de potentiel et de prospérité à bâtir. 5e producteur mondial d'uranium, doté de ressources en fer, lithium, titane, nickel, phosphate et en terres rares, encore
largement inexploité. Avec plus de 70% de son territoire encore inexploré sur le plan géologique et une jeunesse dynamique, prête à se former, à innover et à bâtir. Cette rencontre se veut un creuset d'échanges afin de faire avancer des projets structurants dans les domaines clés du développement du Niger. Nous avons identifié des axes de collaboration prioritaires. La diplomatie pour la défense et la promotion des intérêts de la République du Niger et de ses ressortissants. La défense pour renforcer nos capacités souveraines. Améliorer la sécurité intérieure et régionale et développer les dispositifs de coordination stratégique. Les mines et la recherche géologique, domaine dans lequel mon département ministériel a signé plusieurs accords avec des entités publiques et privées russes, le pétrole et l'énergie, où nous œuvrons à bâtir une indépendance énergétique progressive en exploitant rationnellement nos ressources et en poursuivant le développement de notre programme électronucléaire qui est l'un des plus avancés d'Afrique, sous la conduite de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA. L'agriculture, avec pour ambition de promouvoir les pratiques agricoles résilientes, moderniser les outils de production et garantir la souveraineté alimentaire à long terme. L'éducation et la formation, piliers de toute transformation structurelle, avec des programmes prévus pour renforcer les capacités académiques et professionnelles de notre jeunesse et de nos institutions. Le transport, l'industrie, le commerce et les finances pour accompagner la structuration de nos infrastructures, stimuler la compétitivité nationale et favoriser l'essor d'un tissu entrepreneurial dynamique dans un cadre d'investissement clair et sécurisé. Ainsi, pour appuyer les propos du commissaire-colonel Abarch Ousmane, ministre des Mines, des spécialistes des domaines tels que les mines, l'énergie, l'agropastoralisme, la présidente du HANEA ont fait l'étalage des potentialités dont regorge le Niger. En cette même occasion, l'un des représentants de la corporation d'État russe Rosatom a affirmé leur disponibilité et leur bonne foi à appuyer l'État nigérien dans toute entreprise visant à améliorer davantage les conditions de vie des populations à travers la réalisation des projets importants. Cette mission s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par le Niger depuis le 26 juillet 2023 pour asseoir une coopération bilatérale dynamique de diversification des partenaires du Niger basée sur la souveraineté. Et la Fédération de Russie reste un partenaire stratégique. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangaré, prend part au 2e sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires UNFSS+4, sommet co-organisé par la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le gouvernement de la République d'Italie, et ouvert ce jour 28 juillet 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. Abari Amiti. Le 2e sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires UNFSS+4 est une rencontre de haut niveau qui a enregistré la participation d'éminentes personnalités au rang desquelles Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la Première ministre de la République d'Italie, Giorgia Meloni, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, plusieurs chefs d'État et de gouvernement et autres dignitaires de haut niveau dans l'enceinte de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA à Addis Abeba. La délégation du Niger à cet événement est conduite par son Excellence Bakariaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur,
accompagné du colonel Mahaman Elhaj Ousmane, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Madame Issaka Idera Kiatou, directrice de cabinet adjointe du Premier ministre, et de M. Amadou Hassan Maïdaboua, ambassadeur du Niger en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la CEA. Cet événement placé sous le thème central « Exploiter un monde en mutation pour l'avenir des systèmes alimentaires durables » renouvelle la nécessité d'aligner les stratégies nationales et les engagements mondiaux pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Notre pays participe donc à cet important rendez-vous, le deuxième du genre, pour faire entendre sa voix sur la nécessité de poser un regard pragmatique et constructif sur les progrès réalisés et les défis à relever dans la mise en œuvre des engagements et recommandations issus du premier sommet mondial tenu en 2021. Les pays participants ont dans leur majorité axé leurs propos sur leur politique nationale en matière d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre la famine, les changements climatiques, la promotion des technologies innovantes et la promotion des investissements dans le secteur agricole. Les travaux se sont poursuivis en panel auquel la délégation nigérienne a participé activement, occasion au cours desquelles les questions spécifiques au Niger sont davantage exposées. Par ailleurs, la délégation nigérienne conduite par le ministre Bakaria Sangaré, accompagnée des ministres de l'Alliance des États du Sahel AES en charge de l'agriculture, a été reçue dans le cadre d'un entretien en marge des travaux de cette deuxième UNFSS + 4 par Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge du développement durable. La rencontre avait discuté des points ci-dessous: appui aux politiques agricoles durables. Mme Amina Mohamed a salué les efforts du pays en matière de modernisation de l'agriculture et a encouragé l'intégration des pratiques agroécologiques, de l'irrigation durable et de la lutte contre la désertification dans les stratégies nationales. Financement vert et partenariats multilatéraux, le ministre a insisté sur la nécessité d'un accès facilité au financement climatique et agricole tels que le Fonds vert pour le climat, les mécanismes du FIDA ou les partenariats avec la FAO. Mme Amina Mohamed a proposé un appui technique pour renforcer la capacité du pays à élaborer des projets bancables. Résilience des systèmes alimentaires face au choc climatique. Les deux parties ont discuté des impacts récurrents de la sécheresse, des inondations ou des conflits sur la production agricole. Des solutions intégrées ont été proposées, incluant des systèmes d'alerte précoce, le stockage communautaire, la diversification des cultures, inclusion des jeunes et des femmes dans le secteur rural. Mme Amina Mohamed a insisté sur l'importance de l'inclusion sociale dans les stratégies agricoles en promouvant l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agroalimentaire. Le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a réceptionné ce matin plusieurs contributions en nature et en espèces venues de bonne volonté pour soutenir les autorités de la refondation dans l'élan patriotique. Rachida Ali Abdou et Abdoulaye Ali. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP, Mme Barareki Jarmakoy, a réceptionné ce lundi matin 28 juillet 2025 plusieurs contributions en nature et en espèces venues des bonnes volontés. Organisation patronale des gardes modernes, 1 200 000 francs CFA. Pour chaque billet voyageur, donc l'OPGM à travers les sociétés de transport ont décidé de prendre en charge totalement ces prélèvements-là. Ce qui fait qu'à chaque mois, les sociétés de transport contribuent à hauteur de 200 000 par société pour pouvoir faire le versement au niveau du fonds. Pour ce mois, le mois de juin, le montant total versé s'élève à 1 200 000. Madame Harouna Mariama, écrivaine, 4 livres estimés à une valeur de 42 000 francs CFA. Je suis là pour faire profiter mon pays de mes œuvres. Le premier, c'est Nos enfants en danger. Ce livre, il parle de comment, en tant que parents, nous pouvons susciter la communication dans la famille pour éviter des problèmes comme l'inceste, le harcèlement sexuel et autres. Ce livre a été édité depuis 2009. Il est utilisé au Mali où j'avais travaillé là-bas pendant 15 ans, traduit en Bambara.
utilisé aussi au Nigeria en anglais. Donc je voulais aussi que mon pays qui passe par des moments vraiment, une phase importante de sa vie, puisse profiter de ce document. Canal Plus Niger, 848 140 francs. Nous sommes dans les locaux du FSP dans le cadre du prélèvement des 10 francs mensuels sur chaque abonnement. Et je rappelle que Canal Plus a décidé de prendre en charge les 10 francs pour soulager ses abonnés. Pour le mois de juin, le prélèvement s'élève à 848 140 francs CFA. Hawa Souley, 10 000 francs. La dernière contribution de ce jour est celle de Salissou Sahirou, ancien ministre de l'Urbanisme, 200 000 francs CFA. Le Conseil régional de sécurité de Dosso s'est réuni ce matin sous la présidence du gouverneur de la région. La rencontre a porté sur plusieurs sujets d'intérêt régional dans la situation sécuritaire. Manuel Hassido et Habibou Bako. Instance supérieure régionale dans la prise de décision des questions sécuritaires de la région, le Conseil régional de sécurité a pour mission d'assister le gouverneur dans l'accomplissement de sa mission de faire la situation sécuritaire de la région tout en relevant les contraintes afin d'y remédier. À l'ouverture de la présente réunion, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, a d'abord transmis les salutations fraternelles et les encouragements des plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, aux membres du Conseil et à l'ensemble de nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur engagement à travers des multiples efforts dans la préservation de la paix, la quiétude sociale et la sécurité sur toute l'étendue du territoire régional. Il a aussi remercié les populations de la région de Dosso pour leur franche collaboration avec nos forces de défense et de sécurité et leur soutien inestimable aux autorités de la refondation à travers des prières, lecture du Saint-Coran et Fatiha, avant de décliner la particularité de cette réunion du Conseil régional de sécurité qui doit beaucoup s'apaisantir sur la situation sécuritaire dans la commune rurale de Tanda, département de Gaïa. Enfin, le colonel-major Bana Alassane a exhorté les populations de son entité administrative à poursuivre leur collaboration et leur prière dans la cohésion sociale afin que notre pays triomphe sur les forces du mal. Le service interrégional de la police judiciaire de la région de Zender a animé ce matin un point de presse objectif éclairer l'opinion nationale et internationale sur un certain nombre de réseaux de malfaiteurs qui opèrent dans la région et autres localités de la région. Hadiza Yakouba et Ali Habou. Ces groupes de 6 bandes de malfaiteurs interpellés, dont l'âge varie entre 20 et 45 ans, sont spécialisés dans divers types de vols, notamment des motos et des téléphones portables, ainsi que dans des escroqueries. Ces bandes ont été démantelées grâce à des enquêtes rigoureuses menées par le service régional de la police judiciaire suite aux plaintes déposées. La première bande, un ex-détenu, nous dit avoir volé 10 motos au minimum dans les 5 mois suivant sa libération. La perquisition menée à son domicile nous a permis donc de saisir 2 motos, toutes de marque Haoujou. Quant à la deuxième bande, d'un individu qui serait détenu à la maison d'arrêt de Zender. Comme mode opératoire de cette deuxième bande, ces individus incitent des enfants mineurs à commettre des vols dans des marchés des villages environnants de Zender afin de vendre les 10 produits à 3 principaux receleurs qu'ils ont au quartier Touré-Jamus. Donc les investigations menées là aussi nous ont permis de saisir 12 téléphones portables. Troisième bande, elle fait vol en réunion suivi d'agression. Là aussi les investigations menées ont permis d'interpeller 4 individus, dont 3 de sexe masculin et 1 de sexe féminin. Cette troisième bande, ils guettent leurs victimes, les appâtent à partir de la fille, laquelle les séduit et les conduit dans un endroit isolé. La fille appelle ses complices pour qu'ils viennent agresser les victimes à l'aide d'armes blanches, des couteaux et des bâtons, pour les dépouiller de leurs biens. Il y a aussi une 4e bande qui a été démantelée. Elle fait suite à une mise à disposition qui a été faite à notre niveau de l'antenne de l'Office central de répression du trafic illicite et de stupéfiants au CRITIS, qui nous a remis une saisie qu'ils ont faite chez un vendeur de drogue à haut risque. Cette saisie comporte
une tenue treillis et des téléphones portables. Les investigations aussi nous ont permis d'interpeller 4 individus, une tenue treillis, et 2 couteaux, 2 masques et un sac contenant divers objets. La 5e bande aussi, suite à une affaire de faux et usage de faux portant sur des parcelles. Les mises en cause ciblent les gens à la recherche des parcelles et leur vente des parcelles. Ici, des faux actes. 2 personnes ont été interpellées et 4 actes de cession ont été remis par les victimes. Il y a enfin un individu qui nous a été mis à la disposition. C'est un individu qui s'adonne à des vols de nuit dans des habitations. Ce délinquant, après avoir volé les téléphones dans les habitations, vendent aux jeunes du quartier à des vil prix. La perquisition à ce niveau aussi nous a permis de saisir 7 téléphones portables de diverses marques. La vigilance doit être de mise pour mettre hors d'état de nuire tous ces malfaiteurs, notamment à travers une collaboration avec nos forces de défense et de sécurité. Une délégation des érudits pour la Da'awa vient de séjourner 72 heures durant à Difa, dans la capitale du Manga. Les membres de cette délégation ont organisé une séance de Fatia afin que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Une activité à laquelle ont pris part les autorités régionales Abdel Fattah Moussa et Kabirou Abdou. Veiller la conscience de la population, notamment la jeunesse, sur leur islamité afin de contribuer efficacement dans la lutte contre l'extrémisme violent et l'insécurité. Tel est l'objectif visé par cette délégation des érudits pour la Da'awa en islam. C'est la grande mosquée de vendredi de la ville de Difa qui a servi de cadre à cette séance de Fatia pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la prospérité et l'amour de la patrie. Au Niger, on a eu la chance que nous sommes 99% musulmans. Si tous nous prenons conscience de notre islamité, eh bien, le Niger va être un pays de paix. Et quelle que soit la situation ou les défis auxquels nous serons confrontés, eh bien, nous en restons convaincus que ces défis vont être surmontés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous avons tous la conscience que c'est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur absolu, que se trouve la solution de tous nos problèmes. En prenant la parole lors de ce rassemblement religieux, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagadoma, qu'accompagnent les autorités administratives et coutumières et les responsables des forces de défense et de sécurité, a salué de vive voix l'initiative des oulémas nigériens et les a exhortés à persévérer dans cette lancée qui s'inscrit dans la droite ligne des orientations des autorités actuelles. Nous sommes très contents d'avoir reçu cette délégation qui a prié pour nous, qui a prié pour le pays. Donc, je voudrais simplement leur dire merci au nom de toute la population de la région de Difa, mais également au nom des autorités nationales, au premier rang desquelles son Excellence le général Abdraman Chani, son Excellence le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Et nous leur demandons vraiment de s'armer de courage, de continuer à prier pour ce pays parce que nous en avons tant besoin. Cette tournée qui a débuté depuis le Markaz Bilal de Niamey a sillonné les régions de Maradi, Zender et Difa et continuera sur Agadez, Tawa, Dosso et Tillabéri où cette activité de sensibilisation et de Fatia se poursuivra pour que Dieu bénisse le Niger et son peuple et le protège de toute menace interne et externe. Le rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Raïda a organisé ce dimanche à l'arrêt de bus de l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Un grand prêche, l'événement a rassemblé des fidèles et dignitaires religieux venus du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans une ambiance de spiritualité et de solidarité sahélienne. Mustafa Amadou et Habibou Abdrahman. À l'initiative du Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel, ce prêche a réuni une foule nombreuse venue écouter les messages de paix, d'unité et de retour aux valeurs fondamentales de l'islam. L'activité a été marquée par la présence des délégations religieuses du Mali et du Burkina Faso, témoignant du rayonnement de cette initiative au-delà des frontières nigériennes. Dans la sous-région, le Mali, le Burkina et le Niger, nous avons l'habitude de participer aux activités islamiques des uns et des autres. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui au Niger dans le cadre de l'invitation de ce regroupement et nous avons été satisfaits de voir qu'il y a un certain nombre d'activités
orienté vers le prêche, orienté vers la sensibilisation, vers le patriotisme, pour montrer quand même que le musulman participe aux activités de construction de son pays. Le message clé que nous voudrions effectivement partager avec nos frères et sœurs de la République sœurs donc du Niger, c'est que nous n'avons pas le droit de fléchir. Nous avons effectivement la chance d'être dans une dynamique portée par des leaders qui ont le courage suffisant pour nous amener loin, et nous avons effectivement le devoir de ne pas rater ces tournants de l'histoire, de ensemble porter cet espoir pour que ce soit une réalité dans le sens d'une cohésion retrouvée dans nos pays, d'une paix qui soit durable dans nos pays et d'un développement qui ne laisse personne de côté. Pendant plusieurs heures, les interventions se sont succédées, mêlant exaltation religieuse, rappels spirituels, prières et invocations pour la paix et la stabilité de notre nation. Inch'Allah, le Niger va lui-même contrôler, gérer, exploiter et vendre ses richesses. Et mieux, le Niger va se réconcilier avec son histoire. L'islam est rentré très tôt au Niger. On parle de l'an 33 de la Hijra, 33 ans après la Hijra. L'islam est arrivé au Niger. L'islam est rentré au Niger à la même date qu'en Algérie et en Libye. Donc nous sommes une terre d'islam. Et le Niger est une puissance spirituelle. Et nous avons vu, nous avons invoqué Dieu, Allah a fait sortir l'armée française. Nous avons fait des kunouts, Allah a fait sortir l'armée américaine. Il n'y a pas un pays au monde qui a fait partir ses armées sans qu'il n'y ait un coup de feu. Nous avons la conviction que la hawla wa la quwwata illa billah, c'est l'arme des musulmans. Allah est le plus puissant et le plus fort. Et nous sommes ses adorateurs, nous sommes ses créatures et nous allons nous confier à lui. Pour les organisations, cette initiative vise à non seulement renforcer la foi des participants, mais aussi à construire des ponts entre les peuples à travers la religion. Et cette séance de prière collective pour la paix et la prospérité du Niger est dans l'espace AES à l'occasion de l'an 2 du CNSP. Hier, à l'église centrale des Assemblées de Dieu du Niger, située au quartier Yantala, où des centaines de fidèles se sont retrouvés. Issa Ousmane Mahamat. 2 ans après l'avènement au pouvoir des autorités de la refondation, le peuple nigérien continue de s'unir dans la prière pour la paix, la stabilité et la souveraineté du pays. À Niamey, l'église des Assemblées de Dieu du Niger a répondu à l'appel patriotique du chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, en organisant une grande soirée de prière pour le Niger et pour le peuple de l'Alliance des États du Sahel. Un moment fort empreint de ferveur spirituelle et d'engagement citoyen. Dans une atmosphère empreinte de recueillement, les pasteurs de cette église ont appelé à la vigilance spirituelle et au pardon, tout en réaffirmant leur soutien aux efforts de refondation engagés par les autorités. La Bible dit de prier pour la nation dans laquelle nous sommes établis, parce que de la paix de notre nation dépend notre paix également. Nous avons comme mandat de Dieu de prier pour la nation, de prier pour les autorités, celles que Dieu a placées donc en dignité, et aussi de prier pour tous nos compatriotes, pour que la grâce de Dieu abonde dans la vie de chacun de nous, et prier pour que la nation aussi repose en paix et dans la prospérité divine. Moment fort de la soirée, la remise officielle des diplômes aux nouveaux serviteurs de Dieu formés à l'Institut pastoral des Assemblées de Dieu de Niamey. Symbole de renouveau et de continuité, ces ambassadeurs de la foi s'engagent désormais à être des artisans de paix et d'unité au service de leur communauté. Le flambeau de la foi transmis à une nouvelle génération. Un flambeau que chacun s'engage à porter avec conviction dans un Niger en pleine reconstruction. En tant qu'ambassadeurs, ils doivent être conscients de 2 réalités.
Il a une lourde responsabilité, celle de veiller à l'image de son pays et celle également de défendre les intérêts de son pays. Deuxièmement, donc, ils doivent défendre les intérêts du royaume de Dieu. C'est quoi défendre les intérêts du royaume de Dieu? C'est chercher par leur travail à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et faire avancer le royaume de Dieu, c'est faire reculer les ténèbres, faire reculer le règne de Satan. Et je peux vous dire que cela passe non seulement par la prédication de la parole de Dieu, mais aussi par la prière. Cette soirée spirituelle, au-delà de sa dimension religieuse, est un puissant message d'adhésion et de solidarité. En ce deuxième anniversaire de la refondation, les fidèles chrétiens rappellent que la nation s'est construite aussi par la prière, le pardon et la foi pour des lendemains meilleurs. Justement, les activités commémoratives de l'an 2 du CNSP au pouvoir se poursuivent activement à l'intérieur du pays, à Tillabéri précisément. C'est dans cette perspective que les populations de la capitale du fleuve ont procédé ce matin à une opération de désherbage et d'entretien des tombes. Cette opération, qui intervient en pleine campagne hivernale, vise à rendre salubres nos dernières demeures. Abdoulaye Soumana. Après la prière de Juma suivie de Knout le vendredi 25 et la lecture du Saint-Coran suivie d'invocations, le samedi 26, la population de la capitale du fleuve s'est retrouvée au cimetière de la ville ce jour lundi 28 juillet 2025. Désherbage de l'espace et entretien des tombes étaient au menu de ce regroupement qui a encore vu la participation remarquée des forces de défense et de sécurité. Une occasion supplémentaire d'être plus proche du Seigneur en vue d'implorer sa clémence et sa miséricorde pour un hivernage fécond, la prospérité et le développement de l'espace AES et pour le repos éternel de nos morts, civils et forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel Mena Boukara, à la tête d'une délégation composée notamment du secrétaire général adjoint de la région, du secrétaire général de la préfecture, de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri et des responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, est allé soutenir et encourager l'initiative. Suite aux fortes pluies, beaucoup de tombes ont été dégradées et les herbes ont poussé un peu partout. Donc, à l'occasion de l'an du CNSP, la population a eu l'initiative d'organiser une journée de désherbage au niveau des cimetières. Donc, nous sommes venus, nous avons refermé les tombes dégradées, ensuite désherber le cimetière, labourer les mauvaises herbes. Et comme vous l'avez constaté aussi, toute la population est là, la population civile, comme les forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour tous les efforts consentis et qu'ils continuent à consentir, parce que entretenir les tombes et les cimetières, c'est un acte de musulman, puisque c'est notre demeure aussi. Aujourd'hui, ce sont eux, demain, ça sera nous. Donc c'est tout à fait normal que nous venions entretenir les cimetières. C'est l'occasion pour moi aussi vraiment de remercier toutes les personnes qui ont contribué sous diverses formes. Il y a eu beaucoup de contributions sous diverses formes, qu'Allah le rende au quintuple. Parce que ces genres d'activités, nous devons les continuer régulièrement. Et c'est notre demeure aussi. Un jour, c'est nous qui serons là et d'autres viendront pour l'entretenir. Cette activité qui est organisée chaque dernier samedi du mois a été anticipée pour soutenir les efforts du CNSP au moment où il célèbre son deuxième anniversaire au pouvoir dans notre pays, le Niger. La page des sports à présent avec Pascal Sessou Gauthier. Pascal, bonsoir. Le Niger a accueilli le forum annuel de la Commission des athlètes, une initiative qui a permis à ces derniers de s'exprimer librement sur leurs défis. Exactement, et justement, c'est de donner la parole à ces jeunes acteurs sportifs, il faut le préciser. Tel est l'objectif assigné à cette rencontre, à ce forum annuel où la commission des athlètes s'est tenue du 26 au 27 juillet dernier avec toutes les composantes. Ils ont exprimé, les athlètes justement, leur ambition, également leurs préoccupations et leur volonté de jouer un rôle crucial, central dans la gouvernance du sport au Niger. Je peux le suivre, cet élément qui va nous édifier davantage. C'est une étape historique dans le renforcement du rôle des athlètes au sein du mouvement olympique au Niger. Le 26 et le 27 juillet 2025 s'est tenu le forum annuel de la Commission des athlètes du Niger.
Un rendez-vous devenu incontournable pour porter la voix des sportifs au plus haut niveau. Cette édition a été marquée par la forte implication du champion olympique Abdourazak Issouf Al-Faga qui joue un rôle moteur dans la dynamisation de la commission. D'autres sujets non moins importants seront aussi examinés, comme la solidarité olympique, la santé mentale des athlètes, la manipulation des compétitions et la question de l'antidopage. Nous devons écouter nos athlètes. Ce forum montre que nous avançons vers une gouvernance plus inclusive où les sportifs deviennent de véritables partenaires dans l'élaboration des politiques sportives, a martelé le représentant du ministère. Le sport de haut niveau a des exigences. Je voudrais également vous assurer que dans peu de temps, le problème du financement du sport au Niger sera un souvenir. Le représentant du COSNI a pour sa part souligné l'importance de ces échanges. Selon lui, ce forum est un signal fort. Il demande que le mouvement olympique nigérien prenne au sérieux le rôle des athlètes. Aujourd'hui, la commission des athlètes du Niger devient une réalité. Le COSNI, à travers le secrétariat général, en ont fait un objectif prioritaire. Que cette commission existe, fonctionne, s'exprime et représente véritablement les voix des athlètes nigériens. Durant 2 jours, les athlètes ont pu s'exprimer librement sur leurs défis, leurs aspirations et les réformes à envisager pour améliorer les conditions du sport au Niger. Ce forum symbolise un tournant avec l'espoir que la parole des sportifs devienne un levier de transformation durable. Le MENA version CHAN, toujours au Cameroun, dans le cadre de sa préparation, s'est imposé il y a quelques instants justement devant le Dynamo Football Club de Douala, justement Douala, 2-1. Voilà, exactement, cette équipe conduite par le sélectionneur Harouna Doula qui sont depuis quelques jours de l'autre côté du Cameroun, après justement ce match nul face à la Centrafrique. On se rappelle de cette rencontre qui est soldée sur le score de 0-8 de part et d'autre. Les hommes de Harouna se sont ébossés il y a quelques heures, cet après-midi, juste devant cette équipe de Dynamo de Douala sur le score de 2-1. Moussa Kassa et Chamsou étaient auteurs également de ces 2 buts qui ont parlé d'eux. Ils ont fait mouche, comme nous aimons le dire dans notre jargon. Et c'était en présence de l'ambassadeur du Niger au Cameroun. Voilà, la réaction à chaud au micro de notre envoyé spécial, Assimi Abdoulaye. Répondre que déjà, même la première période n'est pas mauvaise. C'est vrai, il n'y a pas eu de but, mais je pense qu'on a eu des situations où on devait faire au moins 2-0 avant d'aller à la mi-temps. Malheureusement, il y a encore cette lucidité que j'ai dit à l'approche des buts, par rapport aux décisions à prendre, par rapport à la confiance qu'il faut avoir, qui nous manque encore. Il faudrait qu'on retrouve vite pour jouer avec plus d'assurance. Si on se crée une occasion, une deuxième, au moins qu'on puisse tirer sur le gardien. Mais là, on les a dominés de bout en bout sur la première mi-temps. On a récupéré des ballons assez hauts qu'on a mal exploités. Bon, c'est vrai, on prend un but sur corner, sur une erreur de marquage. Bon, après, c'est naturel, il y a eu la réaction d'orgueil avec les remplacements. Ça a apporté plus de fraîcheur. On a retrouvé un rythme assez, quand même, qu'on leur a imposé et qui nous a permis de revenir progressivement au score. Je pense que bon, l'équipe a progressé sur les 2 matchs, sur l'ensemble des matchs. D'abord au niveau de la confiance, il faudrait qu'on progresse encore et ça va nous permettre de faire une très bonne compétition. Je pense qu'on est assez solide défensivement. Même le premier groupe, par rapport à l'organisation qu'on a utilisée, c'était bien. Après, on a changé pour passer à 4 derrière. Ça nous a permis d'être plus proche du but et de se créer ces occasions et de les concrétiser. Pascal, la presse sportive nigérienne est en deuil avec le décès de Yannick Ousmane Keita, dit Yok. Disparition, c'est vrai, c'est... La presse sportive est en deuil, vous l'avez précisé, c'était le samedi dernier où Yannick Ousmane Keita, correspondant de l'autre côté, il faut le rappeler, et juste après sa prestation en tant que maître de cérémonie, dans le cadre du lancement officiel de ce forum annuel qu'on vient de suivre il y a 15 ans, Yannick a été rappelé à Dieu. Voilà, c'est triste. Au nom de la radio-télévision du Niger et au nom des journalistes sportifs, Rachida, permettez-moi de rendre un dernier hommage à Yannick, que vous connaissez très bien également. Voilà, que la terre lui soit légère. Amen.
Et voilà, Archida, et voilà, nous allons poursuivre cette page de sport justement avec notamment du football en région, précisément à Zender, c'est ça normalement. Oui, au niveau de la Ligue nationale et la finale de la Ligue régionale. Exactement, la première finale de cette édition, Ligue nationale de football entre Tagourou Dosso et voilà, Tagourou Dosso et Azam de Niamey, après un match nul de 2 buts de part et d'autre entre les deux formations. Il a fallu les séances fatidiques pour il faut dire ces deux équipes. Et voilà, au terme de cette rencontre, c'est Tago qui s'impose sur le score de 4 buts contre 2 lors des séances fatigues des tirs au but. Voilà, je vous propose de suivre cet élément de notre envoyé spécial de l'autre côté de Zender, Moukela Ayatoulay. Aujourd'hui, je salue le courage de l'équipe de l'ADA, de DIFA, parce que face à nous, on a joué avec une équipe forte, solide et redoutable équipe. Je ne pense pas que vraiment le jeu, ça va être ainsi. Mais Dieu merci, nous sommes champions. On a travaillé ça depuis. Les supporters sont en première position parce que c'est même les supporters qui ont poussé le club à venir jusqu'à la victoire. On les remercie. Et vraiment de tradition, Al-Ghali Nassar, ça a été toujours ainsi. Et on le souhaite qu'à Ligue nationale encore, ils vont venir encore nous pousser pour monter en Super League, Inch'Allah. Une finale, ça se joue pour gagner. Donc on a fait de notre mieux, on a poussé jusqu'à aller au tir au but. Donc la chance a tapé du côté des Nassara des Zender, où nous leur souhaitons les meilleurs et une félicitation à leur niveau. S'il s'agit de mes hommes, ils ont respecté les consignes demandées et je suis fier d'eux, je suis fier à ce niveau, à ces stades. Du moment où on rentre aussi avec quelques médailles et aussi la Ligue nationale pour l'année prochaine, c'est une fierté pour la région, c'est une fierté pour moi personnellement. Je l'ai espéré à un but partout. En encaissant le premier but, j'avais espéré de respecter les consignes. J'ai vu comment Nassara jouait et on a travaillé là-dessus pour les contrer. En 2021, ici même, on était monté en première division et aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que la même région haute, Ranzander, nous a donné aussi cette chance d'être en Ligue d'Ascension où on va regagner Nîmes, jouer la Ligue nationale l'année prochaine, en aller et en retour à la maison. Donc l'ambiance sera bonne pour la région de Difa. Nous allons exposer nos propres talents. Nous allons aussi jumeler avec les anciens qu'on en a pour vraiment retrouver les niveaux pour d'autres régions. Voilà, il faut le dire, Rachida, là c'était la réaction sur les deux entraîneurs, c'est-à-dire les deux équipes entre Nassara et l'ADA de Difa, et voilà l'ADA de Difa qui retrouve un peu le haut niveau de cette compétition. Voilà, je l'avais dit tantôt, Tago de Dessau et Assam, c'était la finale de la Ligue nationale où c'est Tago qui s'en sort très bien dans cette rencontre à l'issue justement des séances fatidiques, 4 buts contre 2 lors des pénaltys, tir au but. Voilà. Pascal, les grandes vacances riment aussi avec des tournois de football. Le quartier Yantala a procédé au lancement de la 33e édition. Exactement, le tournoi des grandes vacances de Yantala a une fois de plus tenu toutes ses promesses pour sa 33e édition. Ce rendez-vous incontournable du football amateur a réuni 16 équipes décidées de briller à nouveau sous les projecteurs. Le champion, j'allais dire, le détenteur de cette édition s'est incliné en entrée de matière. Je peux vous suivre le résumé du lancement du tournoi de CJV de Yantala. Coup d'envoi réussi pour le tournoi des grandes vacances de Yantala. La compétition a ouvert ses portes le week-end dernier avec la participation de 16 équipes reparties en 4 poules de 4. Cette année marque la 33e édition du tournoi organisé sur une période de 36 ans. Un événement devenu un véritable rendez-vous incontournable du football amateur à Niamey, réunissant ainsi les jeunes talents, encadreurs et passionnés du ballon rond. Le match d'ouverture a opposé le tenant du titre, Dollar Football Club, en blanc à Toulari Football Club. Un duel de belle facture. Au-delà de la compétition, le tournoi des grandes vacances de Yantala est aussi une vitrine pour les jeunes joueurs, un véritable tremplin qui leur permet d'éclore et de se faire dénicher. Le représentant du sponsor officiel de cet événement, Nita, affirme que c'est un honneur de soutenir la jeunesse nigérienne à travers ce genre d'initiatives qui permettront aux acteurs de profiter pleinement de leur talent. Au terme de cette rencontre, c'est l'équipe de Toulari qui s'est imposée sur le score de 1-0. Elle signe ainsi une entrée remarquée dans cette édition 2025. Les compétitions se poursuivront durant plusieurs semaines et un seul objectif, remporter le prestigieux trophée.
Le quartier Wadata a également procédé au lancement de son TGV ce dimanche. Exactement, c'est la 6e édition, il faut le rappeler, hein, ambiance sportive et engagement citoyen était au rendez-vous lors de ce lancement de la 6e édition de cette compétition qui gagne de plus en plus de notoriété, il faut le rappeler, d'année en année. Elle a regroupé cette année 10 équipes reparties en 2 poules de 5. Tout est mis en place pour garantir une organisation réussie. Voilà, je vous propose de suivre à chaud le président du comité d'organisation, Daouda Gazibou. Le fait que la jeunesse se rassemble, ça leur permet de se rapprocher. Et de ce rapprochement va naître des idées qui pourront aller vraiment au-delà de ce que nous attendons. Parce que c'est vrai, c'est le cadre du football qui nous réunit, mais il faut qu'on se penche sur ce développement citoyen optimum. Pour cette année, on est allé de 8 à 10, répartis en poule de 5, 2. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Chaque année, il y a des équipes qui viennent et que souvent il y a le retard, il y a d'autres qui n'arrivent pas, ils veulent accéder. Donc on dit cette année, on va pousser pour donner l'occasion à d'autres. Et d'autre part aussi, il faut tenir compte des accompagnements aussi. Parce que qui dit refondation, et on revient toujours à la base avec la jeunesse. Et pour refonder, il faut une jeunesse active. Et là, il faut être en activité et non pas poursuivre un système, mais essayer de construire une nation. La balle au panier, c'est avec l'équipe régionale de basketball de Tillabéri qui se donne les moyens pour une bonne représentativité pour cette édition 2025 de la Coupe du Président de la République. Exactement, cette équipe de la région de Tillabéri se donne les moyens qui ambitionnent de faire mouche dans cette compétition de l'édition 2025 de la Coupe du Président de la République prévue ici à Niamey. Voilà, des préparatifs, ils sont dedans et voilà, avec certainement une ambition par rapport à une meilleure représentativité. Gilbert Namalka nous en dit plus par rapport à cet élément. La Ligue régionale de basketball de Tillabéri sera de la partie pour cette édition 2025 de la Coupe nationale du Niger, dénommée Coupe du Président de la République, ressuscitée par la nouvelle équipe de la Fédération nigérienne de basketball dirigée par le colonel Saleh Amadou Djingare. Les basketteurs mixtes de la région du fleuve se sont préparés pour revivre la ferveur de la balle au panier, une discipline qui jadis faisait la fierté du Niger. Elle a besoin d'une attention particulière pour sa redynamisation. Les jeunes se disent confiants pour une participation honorable à Niamey. À chaque fois que nous nous entraînons, nous nous mettons en tête que voilà, on est venu pour gagner, pas seulement pour rigoler et pour s'entraîner. On est là, le basket c'est pas facile, tout le monde le sait, c'est un jeu collectif. C'est un jeu aussi individuel, entraînement individuel donc et collectif. C'est ça qui mène à une vraie victoire digne de son nom, parce que quand nous allons partir, nous voudrons vraiment gagner. Et quand nous allons gagner, nous allons Inch'Allah ramener la coupe ici, même à Tillabéri. Donc ça serait une fierté pour la région et pour nous aussi, joueurs, coachs, tout le monde en fait. Tout est fin prêt pour une belle prestation des jeunes de la région du fleuve lors de cette édition 2025. Surtout que c'est les derniers jours pour aller à la Coupe du Président de la République qui se tiendra à Niamey du 29 au 3 août et nous espérons Inch'Allah ramener la coupe ici à Tillabéri. Vivement alors d'autres belles initiatives sportives au profit de la jeunesse nigérienne. Voilà, après, j'allais dire, cette rencontre entrant dans le cadre des préparatifs, il faut le dire, il y a la finale de cette édition de la Coupe qui s'est jouée de l'autre côté de Zander, où l'équipe de Tago s'en sort bien devant cette équipe de Aïssam de Niamey. Au terme de cette rencontre, cette belle affiche, c'est Tago qui s'impose sur le score de 4 buts contre eux. Et là, ce sont les sciences fatidiques. Je vous propose le reportage de l'autre côté de Moukela Yatoulaye. Au terme d'une saison allaitante, marquée par des duels acharnés, clap de fin en apothéose pour la Ligue nationale édition Zender 2024-2025. Opposés en finale après une saison aboutie dans leurs poules respectives, Tagour provincial de Dosso, champion de la poule A, et l'association sportive ZAM de Niamey, vainqueur de la poule B, les deux clubs se sont disputés le titre de champion. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 2 buts partout. Il a donc fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux finalistes. À ce jeu, Tagour provincial de Dosso s'est montré plus efficace en s'imposant 4 tirs à 2
décrochant ainsi le titre de champion de la Ligue nationale édition 2024-2025. Je remercie le bon Dieu d'avoir nous montré cette belle journée. C'était génial pour moi d'avoir monté cette équipe en Super League. Donc c'est une fierté pour moi. Un travail a été fait. Donc les joueurs, ils ont respecté le consigne. Donc vous voyez les résultats. Donc on était à la hauteur. On a battu l'Est Dam. Eux aussi n'ont pas de mérité. C'est le foot. Il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Heureusement, on était le vainqueur. Sur la Super League, on est prêt. Notre objectif, c'est le maintien. C'est le maintien. Inch'Allah, on aura ça en main. Inch'Allah. Malgré la défaite en finale, celui de l'Exam accepte avec dignité le verdict du destin. Nous avons d'abord commis 2 erreurs très graves qui nous ont coûté ces 2 buts. Après ça, les 2 équipes se sont bataillées. Ce que je peux vous dire, bon, les 5 de tous les buts, tout le monde sait. C'est un tel qui a du chance. Donc nous respectons le choix du Dieu. C'est leur jour, comme on le dit. Nous allons d'abord rentrer à la maison, essayer de se reposer quelques temps et après nous verrons. Le club de Dosso Tagoul provincial, champion de la saison en Ligue nationale, repart avec une enveloppe de 2 millions de francs CFA, le trophée et des médailles. Tandis que le finaliste malheureux Aizam de Niamey reçoit une prime de 1 million de francs CFA, accompagné des médailles. Voilà, merci Pascal Sessou-Gauthier pour toutes ces informations sportives riches et variées. Merci beaucoup. À présent, le journal de l'Alliance des États du Sahel, AES, les nouvelles du Mali et du Burkina Faso avec nos reporters de ces pays et aussi du Niger à travers des activités des ressortissants de la Confédération de l'AES sous la supervision de Abdoulaye Koulibaly. Bonsoir. Le Conseil régional de la jeunesse de Bougni dit non à la dégradation des terres, de la flore et de la faune. C'est à travers un forum sur l'environnement organisé dans la ville de Yonfoulila. Cette première édition vise à concevoir des stratégies pour préserver l'écosystème. La région de Bougni, c'est une région qui est vastement riche en ressources naturelles. Aujourd'hui, cet environnement est en train vraiment de se dégrader de plus en plus par nous les jeunes même, avec d'autres investisseurs qui sont venus d'ailleurs et chez nous ici. Nous les jeunes, vraiment nous avons un grand rôle à jouer. Notre région abrite plusieurs forêts classées qui sont pour la plupart attaquées par les orpailleurs, dont certains utilisent même des grosses machines en causant d'énormes dégâts à l'environnement. Face à ces défis, il est urgent de mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs dans la logique d'une gestion durable et pacifique autour de la protection et la conservation de l'environnement. Cette rencontre qui a réuni des jeunes venus d'autres régions est donc opportune pour trouver des solutions idoines. C'est pourquoi des acteurs conscients de la menace s'engagent dans le combat. Le présent forum contribue non seulement à sensibiliser, mais aussi à faire une prise de conscience de l'état des lieux. Je suis tout le temps sur le terrain, donc je suis la mieux placée aujourd'hui d'expliquer les mesures que j'ai pour que la jeunesse et moi, nous donnons la main et travailler et protéger l'environnement. Quant au président du Conseil national de la jeunesse, Souri Ibrahim Sissé, il dira que ce cadre est une école, avant d'inviter ses camarades à proposer des solutions durables pour protéger notre cadre de vie. Les thèmes jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspective régionale n'est pas un choix fortuit. Le thème retenu est à la fois pertinent, stratégique et mobilisateur. Il nous interpelle toutes et tous, mais s'adresse surtout à vous, les jeunes. Les jeunes ont compris qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement, il est important qu'ils posent des actes. Et cela, c'est dans l'intérêt de notre pays, mais dans l'intérêt du futur.
parce qu'on entretient l'environnement pas pour soi-même, mais pour toutes les autres générations à venir. Ce qu'il faut retenir qui est même vraiment très intéressant, c'est que pour une première fois, on a un cadre, toutes les parties prenantes, en réalité de tout le processus, du début jusqu'à la fin, tous ces acteurs-là sont présents. Et c'est ça qui nous réjouit en réalité par rapport à ce forum-là. Une plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire de Ganadougou et la visite aux autorités traditionnelles ont marqué également cette visite des ministres à Yanfoulila. À cette rencontre de Banfora, la suppression des frontières tracées par le colon est dans le viseur. Les régions d'Etanoua au Burkina Faso et de Sikasso au Mali partagent plusieurs réalités, mais les barrières empêchent les populations de mieux s'épanouir et de participer de façon efficace au développement des localités concernées. C'est donc dans le souci d'effacer ces barrières que cette rencontre se tient entre les autorités de ces deux régions. La frontière héritée, cette limite héritée du colonisateur, nous pose des problèmes. Les populations ne sont pas divisées. C'est seulement le colonisateur qui a mis une limite quelque part qu'on appelle frontière. Aujourd'hui, c'est de dire aux populations de ne plus intérioriser ça, de faire de cet espace-là un espace commun aux deux pays. Et c'est la dynamique de nos plus hautes autorités. Les trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, c'est de faire en sorte que dans cet espace-là, il n'y ait plus ce que vous appelez la barrière qu'on appelle frontière. Et ce sont ces représentants des deux États dans ces deux régions qui doivent d'abord s'approprier ce concept avant de le vulgariser aux populations. Pour cela, plusieurs thèmes ont été décortiqués à cet atelier. Des thèmes qui ont trait aux ressources naturelles, à la gestion du foncier et à la mobilité pastorale transfrontalière apaisée et la stabilité sociale dans le Sahel. Il faut faire des rencontres de ces gens pour amener la population à savoir qu'effectivement c'est le même peuple et que les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête de ces deux États, dans l'espace AES bien sûr, n'ont autre souci que le développement dans l'harmonie et dans un espace de paix. Et la paix également a ses ramifications au niveau des frontières, parce que c'est là-bas que nous avons les problèmes. Et tout cela a été fait de manière réfléchie pour amener les peuples à être toujours en contradiction et opposer à nous vraiment nous s'assujettir. C'est ça qui est compris aujourd'hui les trois chefs d'État de l'espace AES, à savoir le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Tiani et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour que l'Afrique se retrouve dans ses valeurs et la valeur commence avec le peuple. Au terme de 2 jours de travaux donc, les deux parties ont adopté 12 recommandations qui seront codifiées dans un document et mises à la disposition des populations. Il s'agit entre autres de renforcer la coopération entre les forces de défense et de sécurité pour une meilleure sécurisation des deux régions et aussi renforcer les moyens d'action des chefs de circonscription administrative frontalière en vue de leur permettre d'améliorer la diplomatie locale entre homologues de part et d'autre. Le titanier, puis l'hymne de l'AES pour raviver la fibre patriotique et l'appartenance de ces hommes et femmes à la confédération de l'AES. Ces étudiants, enseignants-chercheurs, autorités coutumières et religieuses sont tous mobilisés à l'université Joseph Kizerbo. À la faveur du grand panel de l'AES, l'accent est mis sur comment concilier la recherche scientifique et la souveraineté, ou encore le rôle des anciens et enseignants-chercheurs pour le triomphe de la révolution progressiste populaire. Par le passé, on nous a fait croire à la neutralité de la science, on nous a fait croire que la science, elle est européenne, elle a une couleur blanche et que voilà, nous les Africains, nous devons suivre forcément ce que les autres nous envoient. Donc nous voulons par ce panel-là de construire ce mythe-là, parce que la science, elle est dynamique et partout dans les universités, la science doit être au service de la construction de la souveraineté des États. Plusieurs communications dont
Les enjeux du savoir endogène et le bien-être social dans l'espace AES sont à l'ordre du jour. Et pour mieux décortiquer ces thématiques et faciliter la compréhension des participants, des panélistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont sollicités. Il m'a été confié d'interroger le rôle et la place de différents mécanismes endogènes, tant dans la prévention et la gestion du conflit, mais dans le même temps, à comment faire en sorte que ces différents mécanismes dont regorgent les aires culturelles dans l'espace AES, dont regorgent également, si vous voulez, les différentes communautés dans l'espace AES, que ces mécanismes, que ces pratiques endogènes puissent être mis justement au service de la paix et de vivre ensemble de communautés. Il faut reconstruire effectivement la science, il faut reconstruire les sociétés, mais il faut repenser particulièrement la manière d'appréhender la connaissance en Afrique, particulièrement dans nos 3 États. Pourquoi? Parce que nous avions des sociétés ou des universités, en tout cas, dont les curricula parfois sont fondés sur ce que le colon nous a laissé, qu'il faut naturellement déconstruire. Et pour refonder cette science, il nous faut naturellement être nous-mêmes. Ce rendez-vous de Ouagadougou est le 2e du genre. La recherche scientifique et la construction de la souveraineté des États de la Confédération de l'AES est le principal thème choisi. Le tambour ou tabalé résonne sur la place publique. Le cœur des Maliens et Maliennes battent à l'unisson. Comme symbolique, le tabalé est un instrument qui rassemble, qui fait recours à la paix, au vivre ensemble et à la réconciliation nationale. C'est un appel pour tous les Maliens à l'unisson, au vivre ensemble. Ce vivre ensemble est mis à mal par la crise de 2012 et cette déchirure du tissu social est illustrée ici par une danse afro-contemporaine. Puis, une voix suave rappelle au peuple nos valeurs fondamentales comme la parenté à plaisanterie Sinankouya ou les dialogues Sigikafo. La deuxième séquence du ballet débute par une interprétation théâtrale qui met en exergue les objectifs principaux de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et faire de la réconciliation nationale un oxygène pour équilibrer et restaurer la paix. Nous qui sommes membres de la commission de rédaction de cette charte, nous avons 5 grandes thématiques qui sont la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et après le spectacle, mes amis de la commission m'ont dit, mais monsieur Camara, nous avons reconnu notre touche, notre plume, en tout cas dans ce spectacle, notre plume élevée au rang d'art. Puis sonne l'heure du rassemblement des Maliens avec le drapeau vert, jaune, rouge hissé par le peuple souverain pour l'unité de la nation Mali. Pour couronner ce succès de création, le légendaire ensemble instrumental national apporte sa touche par l'interprétation du titre Mali de son ex-sociétaire Mogontafe Sako. C'est là sous la maestria de Moussa Mariko alias Rémi. Pour ces spectacles haut de gamme, le conservatoire a mobilisé 34 étudiants, dont 10 musiciens, 2 comédiens et 22 danseurs, avec en toile de fond la pluralité du Mali. Lorsque vous regardez toute la trame, n'est-ce pas, de ce ballet à thème que le public a dû apprécier, alors tout repose effectivement sur notre identité culturelle, sur nos us et coutumes,
sur nos savoirs et savoir-faire traditionnels, c'est-à-dire tout ce qui caractérise le peuple malien en tant que peuple vivant dans un domaine géographique et patriarcal, un peuple résilient, un peuple confiant à l'avenir. Un peuple résilient et confiant qui ne pouvait que miser sur un spectacle du genre à la dimension de l'année de la culture décrétée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. C'est là parce qu'on dit, je cite, quand les mots manquent, la danse parle. Fin des citations. Nous sommes dans la deuxième